Bien, bon, donc on va commencer ensemble cette troisième leçon sur les matériaux poreux nanostructurés. Donc nanostructurés, c'est le titre que j'avais donné au tout départ il y a un certain nombre de mois. Donc mon exposé va porter sur les matériaux poreux d'une façon un peu plus générale que nanostructurés. Les matériaux nanostructurés, vous allez avoir un exposé qui va être fait par Gérard Ferré où il va s'étendre amplement sur les aspects nanostructure. Et puis, bon, je pense que c'est un thème qui mériterait également, je dirais, une leçon supplémentaire que je ferai une autre année. Alors, les matériaux poreux en général, en fait, mon plan va être le suivant. Donc, après quelques généralités définitions, bon, je vais parler des matériaux macroporeux, puis des microporeux cristallins, type zéolite et assimilés, puis des microporeux à charpente hybride, de façon assez courte, puisque Gérard Ferré va essentiellement nous parler donc de ce type de matériaux, puis des matériaux mésoporeux. Pour finir, je vous parlerai des matériaux poreux à structure hiérarchique. Alors, le point de vue du chimiste, quand on parle de matériaux poreux, c'est un point de vue qui est assez ludique. En général, le chimiste, ce qu'il cherche à faire, vous voyez, par exemple, c'est d'obtenir un empilement d'un motif, qui peut être, bon, là, c'est symbolisé par une petite boule, mais ça peut être une molécule organique, et construire finalement autour de ce motif une charpente. Et bien évidemment, si vous retirez maintenant des boules rouges ou bleues, vous voyez bien que vous allez libérer une porosité. Les stratégies utilisées par le chimiste sont très souvent de ce type, c'est-à-dire on utilise une molécule qui va servir de gabarit ou une entité plus grosse qui va servir de gabarit et qui va être le précurseur de la porosité. Alors en ce qui concerne un peu les généralités, bon, la façon la plus simple de faire des trous, vous la connaissez tous, en fait, en tous les cas, les générations les plus anciennes, vous avez tous connu finalement le poinçonneur des lilas. Donc il faut utiliser une force mécanique pour faire un trou dans un substrat. Alors du côté de la physique, les méthodes physiques que l'on appelle top-down, donc des méthodes descendantes, utilisent en fait des techniques de ce genre, mais je dirais bien sûr beaucoup plus sophistiquées, qu'on appelle les nanolithographies. Et en fonction du rayonnement qui est utilisé, ultraviolet, rayons X, rayonnement par bombardement d'ions ou électronique, vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, on obtient des résolutions qui commencent à être tout à fait raisonnables. Typiquement, bon, je vais vous montrer un exemple, on est autour de quelques nanomètres. Alors ces techniques, bien sûr, sont limitées parce que ce sont des techniques relativement lourdes, et également, elles sont très souvent limitées à des épaisseurs relativement minces, en particulier lorsque l'on essaye d'atteindre des résolutions particulièrement petites. Alors au niveau de l'état de l'art, j'ai un ami du LPN en fait, qui m'a donné en fait, ce qu'ils avaient de mieux à l'heure actuelle. Vous voyez, ça c'est un trou de 3 nanomètres qui est percé dans une membrane de SiC, de 20 nanomètres d'épaisseur avec un faisceau d'ion gallium qui est localisé, vous voyez, avec une source d'énergie relativement importante. Donc ça, ce sont les méthodes physiques, mais il faut savoir, il ne faut pas que les chimistes oublient que du côté des méthodes physiques, il y a également des méthodes qui permettent justement d'atteindre finalement ces porosités nanométriques. Alors, en ce qui concerne les matériaux poreux d'une façon générale, l'intérêt il est le suivant. D'une façon qualitative, en fait, obtenir de la matière divisée, c'est-à-dire soit des petites particules, soit des petits pores, ça génère une grande surface. Et ça, c'est très facile à comprendre. Vous voyez bien que lorsque je découpe ce carré, la partie qui est en surface en marron foncé augmente au fur et à mesure que mon processus de découpage augmente. Au niveau 3 dimensions, c'est pareil. Si je découpe un morceau de bois en plusieurs morceaux, et puis que j'en fais de la sciure, vous voyez bien que j'ai une augmentation importante de la surface. Et ce qui est intéressant dans ces matériaux poreux, c'est que justement, cette grande surface va créer des réactivités qui vont être exaltées, et donc on va trouver énormément de propriétés d'application dans le domaine des membranes, catalyseurs, capteurs, absorbeurs, vecteurs, donc en fait des secteurs qui touchent l'environnement, l'énergie et le biomédical. Alors de façon un peu plus quantitative, voici en fait l'évolution de la surface d'une particule sphérique en fonction de sa taille. Donc vous voyez que la surface en mètres carrés par gramme augmente comme l'inverse finalement de la densité et du diamètre de la particule. Alors pour une particule de 1 micron, eh bien, on développe des surfaces de 2 mètres carrés pour cette densité-là, à 10 nanomètres, 200 mètres carrés, et à 1 nanomètre, 2000 mètres carrés par gramme. Donc clairement, quantitativement, eh bien, on a vraiment une augmentation conséquente du rapport surface-volume lorsque l'on va vers les petits objets. Alors je vous ai mis ici quelques densités usuelles pour que vous voyez finalement des matériaux en fait, que l'on utilise relativement souvent, soit des oxydes, soit des métaux. Eh bien, ce sont des densités qui tournent autour de 3 grammes par centimètre cube. Alors, au niveau donc, des caractérisations des matériaux poreux,
Une des caractérisations de base, c'est la méthode basée sur l'absorption d'un gaz, parce que ce que l'on recherche, c'est d'obtenir en fait des informations sur la surface spécifique, et en particulier sur la surface qui est accessible dans un matériau poreux. Alors très simplement sur ce schéma, j'ai porté l'évolution de la quantité de gaz absorbée par unité de masse en fonction de la pression partielle en fait, d'un gaz donné, qui peut être de l'azote, et généralement les plus simples, c'est de l'azote, mais ça peut être de l'eau. Alors on voit qu'il y a 3 domaines principaux. Donc à très faible pression, eh bien, c'est le domaine qui correspond en fait à une énergie d'absorption qui peut être de l'absorption chimique et de l'absorption physique forte. C'est l'interaction relativement forte des molécules de soluté ou de solvant avec le domaine des micropores. Ensuite, lorsque vous vous déplacez sur cette courbe, vous arrivez dans un domaine où finalement vous avez la formation d'une monocouche qui va vous servir finalement à calculer la surface spécifique de votre matériau. Et en général, sur ce plateau, c'est plutôt une absorption multicouche. Puis ce domaine, qui est le domaine qu'on appelle le domaine de la mésoporosité, je vais revenir là-dessus, c'est le domaine de l'absorption capillaire. Alors avec des gaz usuels ou de l'eau, lorsque l'on se déplace entre 0 et 1, sur la variable P sur P0, eh bien, on étudie finalement des domaines de pores, on investigue des domaines de pores qui vont de l'ordre de quelques angstroms à de l'ordre de 500-600 angstroms. Lorsque l'on rentre dans le domaine des pores qui sont plus gros, les macropores, à ce moment-là, la macroporosité, elle doit être investiguée par d'autres méthodes, en particulier des méthodes basées sur l'intrusion du mercure dans le système. Alors, ce sont des méthodes qui présentent forcément un désavantage, c'est que le matériau est détruit au cours de la mesure. Alors, en ce qui concerne les surfaces spécifiques de matériaux usuels, voici quelques grandeurs caractéristiques. Le quartz, vous voyez, les cristaux de quartz, surface très petite. Et lorsque l'on cherche, par exemple, des supports d'alumine pour la catalyse, eh bien, on obtient des surfaces qui commencent à être déjà beaucoup plus conséquentes, de l'ordre de 200 m² par gramme. Les fameux nanotubes de carbone, en fonction de leur mode de préparation, s'ils sont single wall ou double wall, eh bien, on obtient des surfaces qui sont également de l'ordre de 50 à 600 m² par gramme. Les silices, sol, gel ou précipités, à nouveau, on est dans l'ordre de grandeur de 500 m² par gramme. Les argiles et argiles à piliers dont je vous ai parlé donc, dans la leçon précédente, eh bien, ce sont des surfaces qui vont être variables, vous voyez, entre 50 et 500 m² par gramme. Les éolites, les matériaux microporeux naturels et de synthèse, on peut aller jusqu'à des surfaces de 800 m² par gramme. Les charbons activés ou les composés mésoporeux, ou les charbons mésoporeux, vous voyez, on commence à atteindre déjà des surfaces spécifiques qui sont des surfaces relativement énormes. Alors, quand on regarde un petit peu les chiffres, eh bien, les microporeux hybrides, aujourd'hui, donc les deux types MIL et MOF, donc je reviendrai sur les définitions un petit peu plus tard, vous voyez, on obtient vraiment des surfaces spécifiques qui commencent à être très, très, très conséquentes. Alors, ces matériaux poreux, on les classe en fonction finalement de la taille du pore, de la taille du trou, et dans un domaine qui va, je dirais, de 0 angstrom à plusieurs centaines d'angstroms. Alors, à des toutes petites valeurs de la porosité, en dessous de 20 angstroms, en fait, c'est la classe des matériaux qui sont microporeux, avec comme exemple, essentiellement, on a des matériaux de type zéolitique, je vais revenir là-dessus, ou bien des matériaux du type microporeux hybride, qui, eux, justement, peuvent être à la fois microporeux, et il y a un certain nombre d'exemples dans lesquels, finalement, on commence à avoir des systèmes dans lesquels la porosité peut être étendue vers le domaine mésoporeux. Alors, au-dessus de 20 angstroms, c'est le domaine, justement, entre 20 angstroms et 500 angstroms, c'est le domaine des matériaux mésoporeux. Et donc, dans ce domaine-là, ce que l'on trouve, donc, c'est par exemple les argiles à piliers, quelques matériaux hybrides microporeux, et surtout, c'est tout le domaine des solides mésoporeux organisés du type MCM. Alors, à des valeurs plus grandes en fait, de la porosité, donc la limite 500 angstroms, eh bien là, on est dans les matériaux avec des pores qui peuvent être très variables, macroscopiques, par exemple dans ces solides macrocellulaires. Donc ça, ce sont des pores qui font quelques centimètres, voire quelques millimètres, ou bien dans des mousses où on obtient des pores qui sont plutôt à l'échelle du micron, mais qui sont tous, dans tous les cas, vous avez finalement des tailles de pores qui sont bien au-delà de 500 angstroms. Alors, au niveau donc, de la porosité, évidemment, vous avez de la matière et vous avez des trous. Donc, par toutes les techniques basées sur la diffraction ou les techniques de microscopie, eh bien, ces techniques vont être des techniques de choix pour mettre en évidence, finalement,
le contraste finalement entre un endroit où c'est plein et un endroit où c'est vide. Alors là, j'ai présenté sur ce transparent quelques photos de microscopie. Vous voyez, ça c'est une zéolite, donc à l'échelle de 4 nanomètres, donc on arrive à résoudre pratiquement, c'est la résolution presque à l'échelle atomique. Et donc là, vous voyez bien les réseaux de zéolite et les réseaux de trous. Lorsque l'on s'en va vers des tailles un petit peu plus grandes, avec par exemple une silice mésoporeuse, eh bien vous voyez, bon, qui est parfaitement organisée, on voit bien la partie qui correspond au mur, donc à la matière en noir et les trous en blanc. Et puis lorsque on s'en va vers les solides macroporeux, que ce soit des mousses de vanadate ou des répliques en silice obtenues à partir de gabarits qui sont des latex, eh bien on obtient très clairement en fait, une information visuelle et directe sur en fait, la porosité et sur la nature des murs en fait, qui entourent cette porosité. Alors, en ce qui concerne les matériaux à structure hiérarchique, il y a un exemple qui est un exemple qu'on aime bien au laboratoire, c'est celui des diatomées. Hein. Ce sont donc des capsules, des frustules de silice. En fait, tout ça, c'est de la silice. Et ça protège finalement une diatomée, qui est une algue unicellulaire, donc qui est un des constituants importants du plancton. Et en fait, cette protection a plusieurs propriétés. Cette protection, en fait, a plusieurs fonctionnalités. En particulier, bon, c'est un cristal photonique. Ça permet de bien refocaliser la lumière parce que ce sont des algues en fait, dont le processus de développement est basé sur la photochimie. Également, bon, se sert de filtre, à la fois pour les prédateurs et également, ça permet de laisser passer les nutriments. Donc, vous voyez typiquement une diatobée. C'est un système de silice où on a vraiment une porosité à plusieurs échelles. Et ça, ce sont des systèmes qui sont, bon, de mon point de vue, très jolis, mais au niveau des matériaux, bon, on commence à atteindre en fait ce genre de structure, justement en utilisant des gabarits hybrides. Alors, je vais revenir donc sur le plan. Je vais vous parler donc d'abord des matériaux macroporeux, donc avec des porosités supérieures à 500 angstroms. Alors, ce transparent, je vous l'avais déjà montré dans la première leçon, c'est l'utilisation finalement de billes de latex, donc de billes de polystyrène que vous déposez. Vous déposez des billes sur un substrat, elles s'empilent de façon ordonnée, et ensuite vous intercalez dans les interstices une solution colloïdale avec un précurseur de silice, et vous obtenez un composite latex-silice, et ensuite, après élimination des billes de polystyrène, eh bien, vous obtenez une réplique, et cette réplique, eh bien, c'est la réplique parfaite. En fait, on voit bien en fait, les porosités nanométriques associées en fait, à la formation des billes de latex. Alors ça, c'est un morceau finalement de composite qui a été séché très rapidement. Alors vous voyez, une des limites, c'est que bon, c'est joli, vous avez des trous qui se répètent, mais il y a le système est complètement craquelé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les murs, finalement, c'est simplement de la silice sol-gel plus ou moins hybridée. Alors justement, un point important est le suivant. Lorsque on développe, en fait, ou on synthétise des matériaux poreux par des procédés de polymérisation minérale basés sur de la chimie de type sol-gel, donc de la polycondensation de précurseurs de silice, il y a une étape, en fait, sur laquelle on s'arrête, c'est l'étape du gel. Donc, je vous rappelle, un gel, c'est un liquide qui est emprisonné dans un réseau solide. Et ensuite, le séchage de ce gel peut conduire à la formation soit de xérogels, vous voyez, monolithiques avec une très forte contraction qui sont sans craque, ou bien à des aérogels qui également présentent en fait une contraction très faible par rapport au départ, mais qui également ne présentent pas de craquelure. Mais très souvent, en fait, ça ne s'obtient pas aussi facilement. En fait, c'est relativement difficile à obtenir. Et ce que vous obtenez si vous prenez aucune précaution, c'est directement un système qui est plein de craquelures, comme on voit dans ce système de boue argileuse qui a séché, ou bien dans ce monolithe de silice, dont le séchage, qui a subi un séchage très rapide. Et ceci est dû à la chose suivante, c'est que pendant le séchage, vous avez des forces capillaires importantes, en fait, qui créent des pressions sur les parois du gel qui n'est pas totalement consolidé. Et ces pressions, bon, qui peuvent être, je dirais, qui suivent en fait une loi de type Laplace, ces pressions capillaires, en fait, créent en fait des forces importantes sur le squelette du gel et conduisent finalement à ces craquelures importantes. Alors donc, quand on regarde très qualitativement l'évolution justement de ces pressions pour un système de pores de taille distribuée, vous voyez que les différences de pression dépendent de la tension interfaciale entre le liquide et l'air, dans ce cas-là, et le gaz, et des rayons de courbure. Et en particulier, vous voyez que
quand vous avez une distribution de pores importante, de taille de pores importante, vous allez avoir ce terme qui va avoir tendance à augmenter et qui va donc créer des craquelures. Alors donc, une fois que si on raisonne très simplement en fait sur cette équation, eh bien on trouve facilement quelques remèdes. Alors les remèdes sont les suivants. Ce que l'on peut faire, vous voyez, c'est bon, bien sûr un séchage très très lent. Quand je dis très lent, c'est un séchage qui peut prendre plusieurs mois, de telle façon à ce que l'évaporation du solvant, qui se fait de façon contrôlée en contrôlant la pression partielle, permette une consolidation progressive du réseau. Ça, c'est une possibilité. On peut également échanger le solvant de synthèse par un solvant moins polaire. Donc, à ce moment-là, on va jouer essentiellement sur le gamma. On peut également rendre le réseau un peu plus plastique. En particulier, dès que l'on va hybrider cette silice, eh bien, l'hybridation va conduire finalement à une certaine plasticité, donc à un réseau qui va mieux subir finalement les forces engagées au moment de l'évaporation, ou bien on peut simplement diminuer la distribution des tailles de pores, et de ce fait-là, vous voyez, ce terme-là va tendre vers une valeur beaucoup plus petite. Il y a une autre façon de faire, qui est une façon qui est utilisée au niveau industriel, c'est ce qu'on appelle le séchage en conditions hypercritiques, parce que si on se passe à une température et une pression suffisante de telle façon à ce que le solvant devienne un fluide supercritique, à ce moment-là, il n'y a plus d'interface puisque les phases liquides et gazeuses sont indiscernables et donc on évite tous les problèmes que je viens de vous énoncer. Et en particulier au niveau des solvants verts et intéressants, vous avez le CO2 qui, vous voyez, sous pression de l'ordre de 7 10 puissance 6 pascal à une température critique qui est un petit peu au-dessus de l'ambiante. Et très souvent, finalement, c'est ce gaz-là, c'est ce liquide, pardon, qui sera utilisé pour créer en fait des systèmes aérogels. Alors les aérogels sont très intéressants parce qu'ils présentent des tas de propriétés très très marquées. En particulier, vous voyez des densités très faibles. L'air, c'est ça. L'aérogel peut aller à 3 fois la densité de l'air. Les porosités peuvent aller jusqu'à 99,8%. Le diamètre de pores sont distribués entre 20 et 150 nanomètres. 150 nanomètres, c'est pour ça que vous voyez que la lumière diffuse, parce que vous êtes dans des tailles de pores où justement vous êtes en concordance finalement avec les longueurs d'onde de la lumière. Mais surtout, ce qui est important dans ces matériaux-là, c'est de regarder les conductivités thermiques qui sont très faibles. Le module élastique peut être amélioré en hybridant et les impédances acoustiques. Donc en général, ce sont des systèmes qui sont légers tout le temps et qui sont d'excellents isolants thermiques et phoniques. Et donc en général, bon, il y a déjà des aérogels qui sont utilisés par exemple dans la construction. Alors, un exemple qui est un petit peu plus exotique, c'est l'utilisation des aérogels, vous voyez, comme collecteurs de poussière cosmique. Et ça, c'est utilisé par la NASA aux États-Unis parce que c'est un système, vous voyez, qui est très très peu dense et qui permet finalement de collecter très facilement les poussières cosmiques. C'est une espèce de coussin qui vient amortir les poussières cosmiques et qui les récupère sans les perturber, sans les détruire. Et donc ensuite, au niveau de la recherche, en fait, ça permet d'analyser les poussières cosmiques avec des structures et des compositions qui correspondent finalement à celles qu'elles ont dans l'atmosphère. Donc ça, c'est fait avec des systèmes d'aérogels un peu plus sophistiqués. En fait, en particulier, ce sont des aérogels à gradient de densité qui sont utilisés. Alors, maintenant, je voudrais passer aux matériaux. Donc, je vais passer des matériaux les plus poreux, donc les macroporeux. Je vais passer aux matériaux avec les plus petits trous, les plus petits pores, les microporeux, et en particulier les microporeux cristallins. Alors, la famille, je dirais, la plus connue par tout le monde, je dirais, c'est la famille des zéloïlites, qui sont des solides microporeux naturels, composés d'aluminosilicates. Bon, ce sont des systèmes qui ont été, au niveau minéralogie, découverts en 1756 par Cronstedt, et au niveau synthèse laboratoire, la première synthèse, je crois que c'est en 1862, c'est Sainte-Claire-de-Ville. Donc ce sont des solides qui existent dans la nature, qui développent des structures, vous voyez, à base d'aluminosilicates et de cations, qui sont des superbes structures au niveau esthétique, mais également qui présentent une forte abondance. Alors, lorsque l'on regarde de façon un peu plus intime la structure de ces systèmes, ces zéolites sont constituées de tétraèdres SiO4 et de tétraèdres LO4 liés par des sommets. Donc ça, en quantité variable, c'est-à-dire que vous n'avez pas systématiquement une alternance silicium-aluminium, mais vous avez en fait des rapports silicium-aluminium qui changent. Et justement, à la substitution du silicium par aluminium, vous voyez simplement qu'un calcul de charge vous montre que la charpente va présenter un excès de charge négative. Et cet excès de charge négative va être compensé par un cation. Ça, c'est une façon de présenter les choses. Mais en fait, ce qui se passe, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça.
les synthèses des zeolites sont faites en synthèse hydrothermale, donc on chauffe sous pression en fait, dans une bombe étanche. Et donc on part d'un précurseur qui est un précurseur de silice et d'alumine, qui peut être une source directement les oxydes que l'on dissout en milieu basique, ou bien des précurseurs moléculaires. Et vous voyez, à des températures de l'ordre de 150 degrés, en présence de base, et donc la base, forcément, il y a un cation qui est associé à la base, hein, et ce cation, finalement, vous voyez, ce n'est pas si simple, cette histoire de compensation de charge. Ce cation sert finalement de gabarit, et il y a construction, finalement, de l'aluminosilicate autour. Et en particulier, c'est pour cela que lorsque l'on va passer de cations alcalins, qui sont les plus communs, et ceux qui existent au niveau naturel, à des cations organiques, eh bien, il va y avoir des chamboulements importants, finalement, aussi bien au niveau de la structure que des compositions qui vont être accessibles. Alors, au niveau des représentations des zéolites, alors il y a la représentation standard est la suivante. Tout pont métal-oxygène-métal, donc SI-OSI ou LOSI, est représenté par une arête. Et chaque sommet correspond finalement à un tétraèdre MO4. Donc ça, c'est de la façon de représenter ces solides microporeux. Alors ça donne quoi? Vous voyez, par exemple, ici, j'ai en fait une structure hexagonale de tétraèdre. Et donc, en fait, je vais avoir un hexagone, la représentation va être un hexagone, chaque sommet va correspondre à un tétraèdre. Ici, j'ai un carré de tétraèdre, une structure carrée, donc je vais avoir un carré avec le centre de chaque tétraèdre est représenté par ces points-là. Et donc, c'est l'association finalement de ces motifs, hein, qui peuvent être très variés, vous voyez, donc ce sont des motifs qui peuvent avoir des formes cubiques, des formes de prismes hexagonaux ou octagonaux, ou des cages du type décatétraèdre comme dans la sodalite, ou bien des cavités beaucoup plus complexes qui va en fait finalement, par association, générer ces solides microporeux zéolithiques. Alors un exemple assez simple, vous voyez, vous avez deux cages de ce type-là qui sont donc des cages icoédriques, qui peuvent se combiner finalement avec ce prisme octagonal pour former, vous voyez, une zéolite qui s'appelle la paazapaïte, donc qui est une zéolite qui n'existe que par synthèse. En fait, c'est un aluminosilicate de sodium et de césium qui n'existe que par synthèse. Hein. Et donc, en fait, ces empilements finalement de polyèdres génèrent des cages, et donc ces cages en fait sont ensuite reliées par des tunnels qui sont entrecroisés pour former des réseaux en 3 dimensions. Alors un point important que je voudrais souligner, c'est que le diamètre des pores maintenant va dépendre, le diamètre de la cavité va dépendre en fait du nombre de tétraèdres. Alors ça peut se voir très facilement quand on regarde une famille de différentes zéolites constituées, vous voyez, d'enchaînements de tétraèdres avec des enchaînements à 4, 8, 10, 12 tétraèdres. Alors ça donne quoi? Ça donne la chose suivante. Bon, pour la sodalite, 4 tétraèdres, taille en fait de la porosité de 6 angstroms. La zéolite A, 8 tétraèdres, 4,1 angstrom. Le ZSM5, 10 tétraèdres, 5,5. Et la phojasite, 12 tétraèdres, on monte jusqu'à un peu plus de 7 angstroms. Alors, les caractéristiques de ces zéolites, pourquoi ce sont des matériaux qui sont très importants? Eh bien, bon, parce qu'ils sont abondants, ils sont relativement faciles à synthétiser. Ils présentent de très bonnes stabilités chimiques et thermiques. Ils présentent également des acidités élevées, aussi bien du côté Bronsted que du côté Lewis, et présentent en particulier ces systèmes de nanopores qui peuvent être parfaitement calibrés. Et donc, en fait, au niveau des applications, bon, la plus connue, c'est le tamis moléculaire, mais il y a également des applications en échangeur d'ions, dans tout ce qui est séparation, purification, des grosses applications en catalyse, en particulier avec les zéolites de synthèse dont les compositions peuvent être ajustées sur mesure, détergents, également comme vecteurs dans l'agriculture, ou bien comme additifs dans la construction. Alors, un point important en ce qui concerne les zéolites, et ça va me permettre également de faire la transition avec la partie suivante, c'est justement les effets de template, les effets de gabarit. Je vous ai dit que ces synthèses sont faites en présence de cations, et en particulier lorsque les composantes organiques ou les cations organiques sont utilisées en tant que gabarit, eh bien en fait ces cations, oui, bon c'est pas grave, j'ai oublié un. En fait, ces cations, si vous prenez un cation alkyle ammonium, vous voyez bien que par rapport à un cation sodium, le volume occupé par le cation va être beaucoup plus conséquent. Et en fait, finalement, la polarisation, la densité de charge va également être plus faible. Et donc,
Ça veut dire qu'en fait, le cation va occuper un volume beaucoup plus important pour créer sa cavité. Et également, au niveau des compensations de charge, les cations vont autoriser finalement un nombre, une répartition aluminium-silice qui va être totalement différente. Et ça, c'est intéressant parce que ça a été découvert par Barrère, vous voyez, dans les années 61, où il a utilisé des cations alkylammonium pour synthétiser des zéolites. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on obtient non seulement d'autres familles de zéolites qui n'existent pas au niveau naturel, mais en particulier, on peut aller très loin dans les rapports silicium-aluminium, voire réaliser des zéolites qui sont totalement sans aluminium, hein, comme la silicate 1. Alors ça, c'était l'intérêt justement d'utiliser ces cations comme template. Alors le second intérêt d'utiliser ces cations comme template, et ça a été montré également par la même personne, Barrère, dans les années 80, c'est qu'il a ouvert finalement la voie vers des solides, d'autres types de solides microporeux qui ne sont pas basés sur de simples aluminosilicates. Donc là, il y a une richesse de composition et de structure qui a été ouverte à ce moment-là, et en particulier tout ce qui est phosphate et zéotype. Et donc, c'est des matériaux microporeux à réseau ouvert. Donc là, en intransparent, je vous résume finalement une histoire qui est longue sur plusieurs années. En fait. Donc on peut, grâce en fait, à l'utilisation dans des conditions hydrothermales de cations organiques, maintenant condenser finalement des cations qui ne correspondent pas du tout à des zéolites. Bien sûr, les aluminophosphates, en premier lieu, ce sont ceux qui ont été étudiés. Et donc, en fait, dans ce cas-là, on a des caches tétraédriques, des nombres de tétraèdres qui sont bien supérieurs à ce qu'on trouve dans les zéolites, mais également d'autres types de phosphates. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les ULM pour Université de Le Mans. En fait, c'est un travail qui avait été fait par Gérard Ferré lorsqu'il était au Mans. Et en particulier, ce qui me paraît intéressant, c'est que maintenant, on s'éloigne au niveau des compositions chimiques avec des éléments tels que l'aluminium, bien sûr, mais l'étain, le gallium, le fer, l'indium, le bore, l'antimoine. Et en particulier, on ne se limite plus à la coordination 4 des zéolites. On peut avoir des unités de construction de base dans lesquelles la coordination du métal peut augmenter. Et donc cette augmentation de la coordination du métal ouvre en fait une chimie qui est beaucoup plus riche et justement des systèmes avec des cavités beaucoup plus importantes comme cette représentation de la cacoxénite, hein, qui est un aluminate de fer, un phosphate en fait de fer et d'aluminium qui existe au niveau naturel mais qui peut être également reproduit par ce type de synthèse. Alors dans cette chimie, si vous regardez attentivement le travail et les publications, il y a un élément qui joue un rôle très particulier, c'est le fluor. Le fluor, c'est un élément qui est petit, qui est très électronégatif, et il joue un rôle important dans la chimie sol-gel. Vous savez que c'est un catalyseur de substitution nucléophile, simplement parce qu'il forme très facilement des adduits avec les centres métalliques électropositifs. Donc ça, c'est un premier rôle. Donc il joue un rôle de catalyseur, et très souvent, quand vous regardez les très très anciennes publications, les gens disent, c'est le minéralisateur. Mais en fait, le rôle du fluor ne s'arrête pas là. C'est un catalyseur, bien entendu, mais également, il constitue un élément qui s'insère finalement dans la charpente de tous ces objets microporeux. Et ça permet de générer finalement des nouveaux microporeux avec des structures différentes, et en particulier des microporeux avec des pores beaucoup plus grands. Alors, le rôle du fluor, d'ailleurs, je pense qu'on pourrait pratiquement faire un cours rien que sur le rôle du fluor dans ces systèmes-là. Alors, je voudrais passer au point suivant, qui concerne en fait les matériaux microporeux, et maintenant que j'appelle microporeux mésoporeux, parce que justement on ne reste pas en dessous de 20 angstroms. Maintenant il y a quelques microporeux hybrides à charpente hybride qui dépassent les 20 angstroms. Et donc l'idée c'est de se dire, on a utilisé l'organique comme un gabarit, et on a essayé de structurer autour en jouant sur les aspects de charge, de polarisation. Allons un peu plus loin et utilisons l'organique comme un pont organique, comme un agent qui va permettre finalement de structurer le système. Et j'ai fait un dessin assez simpliste où on a un pont organique et puis on va avoir finalement des fonctionnalités qui vont être des espèces de complexants, donc des pinces de crabe, qui vont permettre de fixer finalement des métaux. Alors, dans ce registre-là, quelles sont les démarches, hein ? Donc là, la molécule organique change de rôle. Elle peut avoir le rôle d'un gabarit et de template, parce que très souvent, ces systèmes, quand ils sont synthétisés, présentent dans leur porosité en fait, soit du solvant, soit des molécules organiques qui n'ont pas été consommées. Mais le rôle principal, c'est justement le rôle d'un formateur de réseau.
Alors, il y a plusieurs approches, je dirais que plusieurs descriptions de ces matériaux. Il y a l'approche Metal Organic Framework développée par Geigy aux États-Unis. Hein, donc, vous voyez, l'unité de construction, c'est un tétraèdre de zinc où les 4 zincs sont associés via une réaction de condensation via un pont oxygène, un pont MU4. Les 1000 matériaux de l'Institut Lavoisier, par exemple, l'exemple au chrome, où à nouveau on a un trimère de chrome associé par une réaction donc, de condensation. Donc en fait, ces systèmes-là utilisent, vous voyez, à la fois une réaction de coordination, hein, via les ligands organiques et également des réactions de condensation, puisqu'en fait, on obtient des structures qui s'agencent sous forme de petits clusters. Et puis, bon, la troisième approche, c'est ce qu'on appelle les Porous Coordination Polymers. Donc, c'est l'appellation, c'est M. Kitagawa au Japon qui l'utilise, en particulier avec des structures beaucoup de structures basées comme sur le cation cuivre 2, et en général, en fait, ce sont simplement des agencements de cuivre 2 via des espaceurs polyfonctionnels, et dans ce cas-là, finalement, les condensations des unités métalliques sont beaucoup moins marquées que dans tous les autres exemples développés aussi bien du côté de UCLA que de l'Institut Lavoisier. Alors, comment on peut synthétiser ce genre de système? On part donc d'un espaceur téléchélique du type acide terephthalique en présence d'un sel de zinc, par exemple. Donc une réaction par chauffage, en fait, on a la réaction de condensation du zinc, vous voyez, qui forme ces entités tétramériques en zinc. Et ensuite, ces entités se reconnectent en utilisant finalement la bifonctionnalité du précurseur organique, le biacide. Donc ce tétraèdre représente finalement le tétraèdre de zinc. Vous voyez, ensuite on accole le système avec cet espaceur pour obtenir un réseau qui est bon, ici projeté en deux dimensions. Donc c'est un réseau dont chaque unité de construction en fait est un tétramère condensé via un pont oxygène, et tous les connecteurs sont en fait des fonctions diacides. Alors bon, une autre représentation en 3 dimensions est celle-ci. Vous voyez très bien les groupements ZN4 associés par des groupements terephtalaques, et à l'intérieur, vous avez la cavité qui est représentée par cette petite balle jaune, bon, qui au départ peut être, je vous le dis, pleine de solvants ou pleine d'autres organiques qu'il faut éliminer. Et donc les contraintes sur ces matériaux-là vont être les suivantes. Eh bien, si on veut vraiment avoir des matériaux intéressants, il va falloir être capable non seulement de faire cette belle chimie, mais également de libérer cette porosité, et que les systèmes tiennent réellement, tiennent efficacement le lavage et le retrait finalement de ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boule jaune. Alors, au niveau donc des ligands pontants, bon, en voici quelques-uns, mais bon, pour un organicien, il y a toute une librairie qui est pratiquement affinée. Bon, des carboxylates avec 2 fonctions plus ou moins longs. On peut utiliser des systèmes avec 3 fonctions, 4 fonctions, etc. Alors ça permet finalement, quand vous partez d'un motif donné, le fameux motif tétramère de zinc, en faisant varier finalement la nature des ponts carboxylates, eh bien vous pouvez faire varier finalement la taille de la cavité à l'intérieur. Et donc ça peut être très joliment démontré comme ça. Vous voyez, plus vous avez des espaceurs, je dirais, de grande taille, eh bien vous pouvez vous déplacer vers des cavités qui sont de plus en plus grandes. Évidemment, ce sont des données cristallographiques. Ensuite, il faut que ces systèmes-là tiennent réellement les propriétés d'usage ou ce que l'on veut en faire. Alors, j'ai été très court sur les MOF et microporeux. L'année prochaine, je ferai un cours complet sur les polymères de coordination. Donc cette année, nous avons également la chance d'avoir Gérard Ferré qui va vous exposer, je dirais, de très jolies choses sur ces matériaux-là. Et maintenant, je voudrais passer aux matériaux mésoporeux. Alors, donc, matériaux mésoporeux avec des tailles de pores qui vont de l'ordre de 20 angstroms, donc c'est la limite, à 500 angstroms, c'est la classification. Et donc, l'idée simple du chimiste, c'est d'utiliser, au lieu d'utiliser des gabarits qui sont des molécules, eh bien, il va falloir utiliser des gabarits un peu plus gros, donc des assemblées de molécules. Et les assemblées de molécules les plus évidentes à utiliser sont les assemblées micellaires. Alors en particulier, si vous utilisez des savons, donc des molécules amphiphiles qui présentent une partie polaire, la tête hydrophile et une partie hydrophobe, ces savons dans des solvants polaires comme l'eau, eh bien, bon, il y a une partie qui va ne pas aimer l'eau, une partie qui aime l'eau, et donc
vous allez constituer finalement des agrégats qui vont optimiser finalement les aspects énergétiques de l'interface. Et donc ces agrégats vont pouvoir être des simples micelles, ou bien des micelles sphériques ou cylindriques, ou bien des systèmes laminaires et bien d'autres. Et en particulier, la forme de ces agrégats va dépendre de plusieurs paramètres. D'abord des paramètres géométriques que ça, le chimiste peut ajuster, c'est-à-dire en gros les rapports entre la tête polaire et le volume occupé par la partie hydrophobe. Ça, on peut faire la chimie pour ajuster ce point-là. Et il y a un deuxième point qui, lui, s'ajuste pendant la synthèse, surtout dans toutes les synthèses où on a des variations volumiques, c'est la concentration, parce que la concentration également va jouer finalement sur la nature de ces agrégats. Alors, bien sûr, bon, ça c'est l'exemple le plus simple, ces agrégats micellaires cylindriques vont pouvoir s'associer pour former des cristaux liquides, vous voyez, des empilements hexagonaux, et ce sont donc ces mésophases organiques qui vont servir finalement de moule ou de gabarit pour la minéralisation. Donc en fait, dans ces interstices, c'est là que va se glisser le précurseur et polymériser. Et donc, en fait, l'empreinte qui va être du savon va être ensuite, dans un second temps, facilement éliminable par un simple lavage ou par un traitement thermique. Alors, si je résume un peu comment on fait des matériaux mésoporeux de façon assez simple, on part d'un bain réactionnel dans lequel j'ai des tensioactifs, donc des molécules de savon ou d'autres, je vais vous montrer que ça peut être un peu plus compliqué, des précurseurs réactifs, des catalyseurs. Ensuite, bon, il y a un processus d'auto-assemblage qui va dépendre, je vous l'ai dit, de la concentration en tensioactif et de la structure moléculaire du tensioactif, en micelles qui peuvent être cylindriques, qui vont s'associer en cristaux liquides. Bon, tout ça, ça va se faire de façon coopérative avec les processus de condensation minérale. La condensation, avec le temps, va s'étendre pour former une phase hybride intermédiaire. Et cette phase hybride intermédiaire, eh bien, on va éliminer les parties oranges qui représentent finalement le gabarit ou l'assemblage supramoléculaire de solvants pour libérer une porosité qui va être parfaitement calibrée, qui va correspondre finalement à la taille de l'assemblée micellaire que vous utilisez. Alors bien entendu, si votre précurseur au départ est porteur de fonctions organiques, eh bien, vous allez obtenir à la fin un matériau mésoporeux dans lequel vous allez retrouver finalement, si vous faites attention, les fonctions organiques qui vont être greffées finalement à la surface du matériau. Alors, vous avez des matériaux où vous avez donc du trou qui se répète, des trous qui se répètent de façon périodique et de la matière. Donc, les rayons X forcément vont répondre à ce genre de structure et vous obtenez finalement, par diffraction des rayons X, en fait, des diagrammes de diffraction qui sont caractéristiques des différentes structures que vous pouvez obtenir, et je vais vous en montrer un certain nombre. Alors évidemment, je vous ai dit au départ, le trou et la matière, ça se voit très bien, ça contraste énormément par les méthodes de diffraction électronique et par les méthodes de microscopie électronique. Vous voyez, on voit très très bien sur les agencements des pores et les agencements des murs dans ce cliché de microscopie électronique qui correspond justement à une phase hexagonale de silice. Alors, ces phases peuvent être utilisées à plein de choses. Alors, je ne peux pas être exhaustif, mais je vais vous montrer quelques exemples. En fait, utiliser ces phases qui sont formées et stabilisées, vous voyez, il y a des pores, donc a priori, on peut remplir ces trous à nouveau. Donc, remplir ces pores, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on peut simplement remplir ces pores avec du sucre, ou une résine formophénalique, mais en fait du sucre. On utilise un catalyseur de façon à carboniser le sucre. Ensuite, on pyrolyse l'ensemble de telle façon à obtenir un système carboné entouré finalement du gabarit qui maintenant est de la silice. Donc ce sont des répliques. Et ensuite, par lavage de la silice, qui est en général un matériau qui est facilement soluble en présence d'acide fluorhydrique ou en milieu basique, on libère finalement une empreinte qui correspond finalement à la réplique carbonée de la silice mésoporeuse obtenue au départ. Alors ça donne des matériaux qui sont superbes. En voici une photo de microscopie électronique. Donc ça, c'est un système qui est carboné, mésoporeux, obtenu par réplique, avec des surfaces spécifiques de plusieurs 1500 m² par gramme au minimum, et donc des systèmes qui peuvent être utilisés comme des références pour les charbons poreux, parce que vous savez que les charbons poreux sont très utilisés au niveau industriel, mais en fait, au niveau des caractérisations, ils ont vraiment besoin de références, parce que ce sont des systèmes qui sont très complexes, comme adsorbants, comme gabarit, pour utiliser finalement ces systèmes de nanopores organisés pour réeffectuer dans une seconde étape d'autres types de répliques, des matériaux d'électrode, bien entendu, et puis des catalyseurs. Alors, ça, c'était un exemple qui concernait les répliques à partir des silices mésoporeuses,
Mais si on regarde maintenant un petit peu plus en détail les aspects chimiques et puis les choix que l'on a, eh bien, je vous ai parlé de silice, mais au niveau des précurseurs moléculaires minéraux, eh bien, on peut utiliser, vous voyez, des tas d'autres précurseurs de réseaux d'oxyde de titane, d'oxyde de zirconium ou d'aluminium, ou des mélanges. On peut également hybrider ces précurseurs moléculaires en utilisant des organosilanes porteurs d'une fonction R organique, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est plus un problème au jour d'aujourd'hui, ou bien d'utiliser en fait des précurseurs hybrides avec des spécificités un peu particulières. Je vous en parlerai dans un second temps. Au niveau donc des savons, des tensioactifs, donc des molécules amphiphiles qui peuvent être utilisées, eh bien, bon, celle qui est peut-être le plus utilisée dans la littérature, c'est souvent un tensioactif moléculaire. Vous voyez, c'est un alkylammonium avec une très longue chaîne hydrophobe. C'est le bromure de cétyltétraméthylammonium. Également, donc ça, ce sont des espèces qui peuvent être chargées, positives dans ce cas-là, mais on peut également avoir des tensioactifs négatifs. Également, le tensioactif peut être neutre avec une tête polaire, mais non chargée, et puis des queues hydrophobes de longueur variable, et ça, c'est toute la série des bridges. Mais également, un point sur lequel je voudrais insister, c'est tous les tensioactifs polymères à base de polymères amphiphiles qui présentent, vous voyez, comme ce KLE, une partie fortement hydrophobe et une partie qui est fortement hydrophile. Donc ça, c'est un polymère avec 2 blocs, mais également, bon, il y a des variantes avec 3 blocs. La partie centrale qui est le bloc plus hydrophobe et les 2 parties qui sont à l'extrémité du copolymère, qui sont des parties beaucoup plus hydrophiles, qui sont porteuses en fait de fragments polyéthylène-glycol. Alors les polymères, ça fera partie également d'une leçon sans doute l'année prochaine, hein. Donc l'importance de la chimie des polymères, je voudrais vraiment insister là-dessus. Ça, ce sont des structures obtenues avec des triblocs ABC, de polymères blocs, vous voyez. Et vous voyez la richesse, en fait, de réseaux que l'on peut obtenir avec ce genre de polymères. Et donc ça, ce sont les microscopies électroniques qui correspondent à 3 ou 4 de ces exemples. Vous voyez, on obtient finalement une richesse au niveau donc de la ségrégation, de la forme, de la connectique qui est énorme. Et donc, en fait, quand vous regardez ce qui se passe au niveau de la littérature, vous voyez que finalement, la potentialité des systèmes polymères sont au jour d'aujourd'hui utilisées pratiquement à 1% par rapport à ce qu'on pourrait faire avec des polymères taillés sur mesure. Donc là, il y a du travail en recherche qui est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui? Ben, quand même, il ne faut pas se plaindre. On peut faire de superbes structures, des structures hexagonales, des structures cubiques interconnectées de ce type. Du type MCM48 ou SBR1, ce sont des appellations, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, ou d'autres types de structures cubiques, vous voyez, avec des organisations qui sont superbes. Hein, à nouveau, la microscopie électronique vous montre en fait les parties poreuses et les parties pleines, donc de très belles organisations obtenues en fait avec des systèmes relativement variés. Énormément de travail quand même, il faut le dire, centré sur les composés à base de silicium. Mais on peut aller au-delà. Donc ces matériaux mésoporeux peuvent être faits sous forme de poudre, de fibres, de films ou de particules. Et donc cette chimie est très riche, vous voyez, avec des éléments qui peuvent être en général des oxydes, mais on peut aller au-delà avec des métaux, par exemple, mais qui peuvent être très très variés au niveau des compositions, avec des formes très variées. On peut obtenir par exemple des fibres hybrides hélicoïdales, des poudres, vous voyez, avec des morphologies contrôlées, des particules en fait, ou bien des films d'oxyde de titane ou d'autres avec des épaisseurs qui sont de l'ordre de 100 à quelques centaines de nanomètres, ou bien des nanoperforations d'oxyde de zirconium obtenues directement sur des matériaux conducteurs, par exemple, pour faire des nanoélectrodes particulièrement intéressantes. Donc ça, c'était un exemple. Alors ces matériaux peuvent être également utilisés et transférés, vous voyez, donc dans d'autres types de polymères pour faire des membranes hybrides à base justement de silice hybride mésoporeuse et d'un polymère fluoré. On peut également utiliser ces matériaux pour élaborer sur mesure des catalyseurs, en particulier avec des compositions silice-alumine particulièrement intéressantes, ou bien utiliser des films mésoporeux pour la catalyse ou pour la photocatalyse. Donc le type d'application et de propriétés qui sont actuellement en cours de développement avec ces matériaux, vous voyez, ça couvre un domaine qui est très très large. Et je voudrais simplement insister sur 2 points, vous montrer 2 exemples. Un exemple sur les capteurs, je vais aller assez vite parce que j'en ai déjà parlé dans ma leçon inaugurale, et un exemple sur la catalyse. Alors pour faire un capteur, eh bien, il faut par exemple utiliser une molécule que l'on va pouvoir greffer.
Et donc, il va falloir greffer finalement la fonction de reconnaissance sur un matériau de haute surface, un matériau mésoporeux de haute surface. Alors là, il y a deux types d'approches. Selon que la matrice est essentiellement composée de silice ou de silicate, eh bien, la fonction de greffage peut être simplement un organosilane, hein, à peu près, je dirais, imaginez à peu près n'importe quel type de fonction. Et donc, vous pouvez polymériser en présence de tensioactifs, de solvants, de catalyse, cet organosilane copolymériser avec un générateur de silice pour obtenir, vous voyez, par exemple, des structures qui peuvent être des poudres ou des films mésoporeux bien organisés. Et donc, vous avez finalement obtenu un matériau dans lequel l'intérieur des cavités est fonctionnalisé avec la fonctionnalité que vous avez choisie. Ça, c'est vrai pour tout ce qui est silice et silicate. Dès qu'on s'éloigne de la silice et des silicates, lorsque l'on choisit de développer une chimie à base d'autres types de métaux, à ce moment-là, on a une autre alternative qui est d'utiliser finalement des complexants, et ça marche très bien pour les métaux de transition éléanthanides, des complexants de force variable, donc des acides carboxyliques, avec une fonction R au choix, des bêta-dicétones avec des fonctions R au choix, ou bien les complexants les plus forts en fait, qui marchent le mieux au niveau de l'accrochage, ce sont les phosphonates et dérivés des acides phosphoniques, avec une fonction R qui peut être également choisie. Alors en ce qui concerne les capteurs, l'exemple que je vais vous montrer, c'est le capteur à BF3. BF3, c'est un gaz qui sert de dopant dans la microélectronique du silicium. Bon, évidemment, BF3, vous voyez, ça peut être corrosif et toxique simplement parce qu'en présence d'humidité, il va y avoir de l'acide fluorhydrique qui va se dégager par réaction. Alors, il y a besoin de ce type de capteur. Alors, comment fait-on ce genre de capteur? Eh bien, on utilise un composite silice, organosilice fonctionnalisé en présence de tensioactifs pour former un film mésoporeux dans lequel, finalement, je vais fixer astucieusement dans la porosité des fonctions de reconnaissance qui sont, par exemple, cette bêta-dicétone aromatique qui ne fluoresce pas. Vous voyez, la fluorescence est pratiquement nulle lorsqu'elle ne voit pas, en fait, l'invité qui arrive. L'invité qui arrive, c'est la molécule de BF3. Et dès que ce complexe BF2 bêta-dicétone se forme, on a une très forte émission qui est très facile à détecter. Et donc, de ce fait-là, on a des sensibilités qui sont particulièrement marquées de l'ordre de 10 ppb. Alors, au niveau catalyse, j'ai deux exemples. Donc, celui-là, je vais le passer assez vite. C'est à nouveau de la catalyse en cascade qui peut être faite justement dans les silices mésoporeuses parce qu'on peut les fonctionnaliser avec des catalyseurs, avec des fonctions différentes, un catalyseur d'hydrogénation et un catalyseur basique pour faire des réactions de condensation. Et donc dans un catalyseur multifonctionnel de ce type-là, on peut en une étape, finalement, faire trois types de réactions. Une fonction d'hydroformylation du cyclohexène, une réaction de condensation de Covenagel avec les fonctions basiques amines, et la réaction d'hydrogénation grâce au rhodium. Et vous voyez, on fait tout en une étape, et on gagne énormément, forcément, sur le rendement global de la réaction. Mais l'exemple que je trouve assez joli et que j'aime bien, c'est le suivant. C'est en fait d'utiliser finalement, bien comprendre cette surface pour réaliser de la catalyse régiosélective. Alors l'idée c'est la suivante. On va placer un catalyseur d'hydrogénation greffé sur le mur et on va choisir un substrat, une molécule qui va réagir avec deux doubles liaisons et une terminaison qui va montrer une certaine affinité pour la surface, donc typiquement via une réaction d'alcolyse avec les OH du zirconium. Et donc, en fait, lorsque la molécule va rentrer dans le pore et va sauter en fait, sur la surface, elle va s'accrocher sur la surface et globalement, simplement pour des raisons de géométrie, on devrait être capable d'augmenter finalement la sélectivité de la réduction sur cette double liaison par rapport à celle-ci. Alors ça, c'est le concept et ça marche. Hein. Voilà avec le géraniol. Bon, ça, c'est la catalyse en homogène. Donc, le système n'est pas supporté. Première chose, le rendement, 50% de systèmes complètement hydrogénés et de systèmes monohydrogénés. Rendement global de la réaction, mauvais, 5%. En système hétérogène dans des matériaux mésoporeux, rendement global 100%. Là, vous voyez le solvant et le méthanol, donc j'obtiens 30% de sélectivité sur cette double liaison uniquement, 70% de système totalement hydrogéné. Alors, j'insiste sur le solvant. Pourquoi ça ne marche que comme ça dans ce solvant-là? Parce que le solvant est également un alcool et il est en compétition avec cette molécule-là au niveau de l'absorption sur la surface. Si j'ai raison, je change de solvant et ça devrait marcher.
Alors si je passe exactement dans les mêmes conditions, même temps, même catalyseur, maintenant dans le toluène, qui lui ne va pas rentrer en compétition avec la surface, vous voyez, j'ai 100% de réaction, et maintenant j'ai 70% de sélectivité sur la première double liaison. Donc ce qui n'est pas mal. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans le futur, on peut vraiment imaginer de construire des catalyseurs sur mesure et de localiser les fonctions exactement au bon endroit pour les faire réagir de façon optimum. Alors, ça, c'est en fait l'utilisation justement des précurseurs bis-silylés. Et donc, l'intérêt de ces systèmes-là, c'est que vous voyez, cette partie en rouge qui représente un noyau aromatique, mais bien d'autres, va augmenter finalement les interactions supramoléculaires. Et lorsque vous allez polymériser en fait, ces précurseurs bis-silylés en présence de tensioactifs dans des conditions basiques ou autres, vous allez obtenir des matériaux mésoporeux, des cavités parfaitement définies, mais cette fois-ci, le groupement organique en rouge, au lieu de se trouver pendant à l'intérieur du pore, va se trouver à l'intérieur du mur. Hein. Et donc, ça va vous permettre finalement à nouveau d'avoir un contrôle sur le positionnement. Et si vous revenez sur l'exemple que j'ai décrit précédemment, ça peut également présenter énormément d'intérêt dans les réactions catalytiques, le contrôle sur le positionnement. Alors, ces parties, je dirais, ces ponts organiques peuvent être très variés. Donc ça, c'est un exemple que j'ai pris dans le groupe de Robert Corriou à Montpellier. Donc les chimistes moléculaires savent parfaitement, je dirais, faire à peu près n'importe quelle molécule sur mesure avec les groupements fonctionnels qui sont en bonne adéquation avec la fonctionnalité que vous cherchez. Alors ça donne quoi? Bon, bah, ça donne, on peut, je vous l'ai dit, positionner dans les murs en fait ce type de fonction, mais il y reste toujours des silanols en surface, donc dans une deuxième étape, on peut faire la post-fonctionnalisation, et donc avoir certaines fonctions A dans les murs et des fonctions B dans le pore. Et donc localiser à des endroits différents, et vous voyez à nouveau l'intérêt que ça peut avoir dans des réactions pour la catalyse. Alors les matériaux poreux, et je vais finir dans les 5 minutes qui me restent, matériaux poreux, c'est très intéressant. Vous voyez que la nature sait faire des matériaux poreux avec des fonctionnalités et des porosités hiérarchiques, donc en général bien mieux que ce qu'on sait faire. Alors au jour d'aujourd'hui, il y a différentes approches pour obtenir des matériaux poreux à structure hiérarchique. On peut utiliser soit des gabarits de taille multiple, ça je vais vous montrer un exemple, avec donc un système avec 3 types de gabarits. On peut utiliser des molécules qui sont des organogélifiants ou des bactéries ou des alumines anodisés. Donc ça, vous trouvez en fait dans la littérature tout ce genre d'exemples. On peut utiliser des mécanismes basés sur des séparations de phases, des microémulsions, des aérosols et des figures de respiration. Donc là, je vais aller assez vite, je vais parcourir assez rapidement ces différents exemples. Alors, utiliser des gabarits de taille différentes et multiples pour obtenir de la hiérarchie. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par l'équipe de Santa Barbara. Alors, l'idée, je ne sais pas si vous voyez très bien, en fait, la première impression, c'est simplement l'impression faite par des tampons de PDMS. Donc ça, c'est l'échelle de 10 microns. C'est de l'impression, toute bête. Dans les interstices créés par ces tampons de PDMS, on y glisse des petites billes de latex de polystyrène, avec des tailles plus petites, qui s'empaquettent en fait, dans ces structures parfaitement organisées. Deuxième étape. Troisième étape, entre les billes de polystyrène, on remplit avec un précurseur minéralisateur en présence de tensioactifs. Donc la partie qui va rester, c'est celle-là. Et ensuite, on calcine l'ensemble et on libère, vous voyez, un système avec 3 niveaux de porosité, les tampons de PDMS, la porosité associée aux billes de latex, et la mésoporosité associée finalement aux surfactants. Donc c'est une très jolie démonstration. Bon, peut-être qu'au niveau industriel, c'est peut-être pas quelque chose de très facile à faire, mais la démonstration est de mon point de vue, très, très, très esthétique. Alors, d'autres types de molécules que l'on peut utiliser, ce sont les organogélateurs, et ça, vous ne connaissez pas beaucoup ce genre de molécules en général. Hein. Ce sont des molécules qui sont ce ne sont pas des tensioactifs. Ce sont des molécules un peu particulières. Bon, là, j'en ai choisi une qui est le transilbène avec une fonction cholestérol. Elles ont les propriétés suivantes. Ces molécules, pour des très petites concentrations, de l'ordre de moins de 1% en poids, forment dans certains solvants et dans des alcools, bon, ça dépend de la nature de la molécule, des structures, vous voyez, fibreuses, des fibres microniques qui peuvent également servir de gabarit. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est la chose suivante. C'est que,
en fait, dans le cas présent, bon, la fibre n'est pas une fibre simple. En fait, comme il y a des centres chiraux dans le cholestérol, c'est une fibre en fait avec une forme hélicoïdale en escalier, où vous voyez les parties en blanche correspondent, les marches de l'escalier, si vous préférez, correspondent aux molécules de cholestérol qui s'empilent, et la rampe de l'escalier, en fait, correspond aux molécules de stilbène. Mais ce qui est très intéressant et que les gens ne savent pas en général, c'est que ces assemblages supramoléculaires, qui ne sont pas des tensioactifs, pour une molécule d'organogélateur, j'ai en interaction plus d'une centaine de molécules de solvant. Pour une molécule d'organogélateur. Et donc ça forme des gels constitués de fibres ou de microtubules, hein, pour de très petites concentrations qui vont me servir de gabarit. Hein. Alors, j'insiste au niveau des chercheurs qui sont dans la salle, la physico-chimie de ces systèmes-là est très très mal connue. Elle est très mal connue, il y a énormément de choses à faire. Il y a quelques tensioactifs qui sont des organogélateurs, mais il y a vraiment une physico-chimie à faire et à approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau donc, de la construction ? Par exemple, on peut utiliser des molécules de ce dérivé de l'anthracène qui gèlent très bien en fait, le méthanol et l'éthanol, à nouveau des centaines de molécules pour chaque molécule, pour obtenir, vous voyez, des répliques dans lesquelles on va polymériser sur ces fibres, hein, donc des polymères minéraux ou hybridés avec différents types de fonctions organiques, pour obtenir des fibres qui vont être hybrides, donc organosilylées. Mais quand vous regardez à une autre échelle, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ces fibres sont finalement l'empilement de nanotubes qui sont creux. Et donc, on peut en fait obtenir ces silices hybrides avec des surfaces, vous voyez, qui ne sont pas le maximum de ce qu'on peut obtenir aujourd'hui dans les porosités, mais qui ne sont pas ridicules, avec des parois mésoporeuses et des tailles donc, qui peuvent être calibrées entre 2 et 5 nanomètres. Et les fonctions organiques peuvent être conservées pour éventuellement une post-fonctionnalisation supplémentaire. Alors, ça, je vais passer dessus, c'est l'utilisation donc ces phénomènes de séparation de phase pour obtenir justement une porosité à 2 échelles. En général, les systèmes de minéralisation sol-gel vous donnent des gels, donc des polymères, dont les tailles des pores sont de l'ordre de quelques nanomètres. Vous êtes en général dans le domaine méso. Si vous voulez obtenir une structure bimodale avec à la fois du méso et du macroscopique, un moyen qui est très facile à utiliser et qui est utilisé même dans des laboratoires, c'est d'utiliser les problèmes de séparation de phase. Et en particulier, on va utiliser donc un système qui va donner des polymères minéraux, donc, et dans le solvant polaire, on va utiliser un polymère hydrosoluble. Et donc, en fait, dans les conditions de température et de concentration utilisées, ce que l'on va essayer de gérer au mieux, c'est à la fois la transition sol-gel, donc figer le matériau via la polymérisation minérale, et le phénomène de séparation de phase. Et donc ensuite, par lavage, ce que vous pouvez obtenir, vous voyez, c'est des matériaux qui présentent une porosité à l'échelle mésoscopique, puis des matériaux qui présentent finalement une porosité à l'échelle macroscopique. Vous voyez, ce sont des macroparts qui sont générés en fait par un problème de séparation de phase. Alors évidemment, au niveau du choix chimique du réseau, ça peut être un réseau simple de silice ou d'oxyde métallique, mais ça peut être également un réseau hybride. Et donc ces systèmes obtenus par séparation de phase peuvent présenter, par exemple, vous voyez, des propriétés mécaniques tout à fait marrante. Ça, il y a des développements qui ont été faits par Merck et d'autres sociétés pour des colonnes de chromatographiques avec des matériaux de ce type-là qui sont, en fait, à l'origine, la personne qui a trouvé ce genre de recherche, c'est M. Nakanishi au Japon. Alors, j'arrive sur mes tout derniers exemples. Donc, obtenir, en fait, de la hiérarchie, eh ben, on peut également coupler la minéralisation de phase minérale ou hybride à nouveau avec des micro-émulsions, et typiquement des mayonnaises. Donc pour cela, on a besoin d'un système avec de l'eau, un tensioactif, donc un savon et de l'huile. On crée une émulsion, une micro-émulsion. Donc la taille des gouttes microniques va dépendre essentiellement de la tension interfaciale entre les deux phases, du gradient de cisaillement et de la viscosité. Donc vous pouvez contrôler finalement la taille de ces objets-là pour obtenir, vous voyez, des mousses qui vont être centimétriques, hein, des mousses hybrides à structure hiérarchique. Alors quand vous regardez un petit peu plus dans le détail, quand vous descendez vers les petites tailles, eh bien là vous voyez clairement la macroporosité qui en fait résulte finalement de la taille de ces gouttelettes. La mésoporosité obtenue parce que finalement vous avez une réaction de condensation minérale ou une condensation d'hybride en présence d'un tensioactif.
et donc ça donne des structures de ce type. Donc ça, ce sont des structures qui sont en cours d'étude, comme absorbeurs, membranes, catalyseurs, biocatalyseurs. Bon, il y a énormément. Ils peuvent également servir de réplique carbonée. C'est l'exemple que je veux vous montrer. Exactement la même stratégie que je vous ai montré précédemment avec une silice, mais maintenant vous avez une réplique carbonée avec une structure hiérarchique à la fois à l'échelle microporeuse et macroporeuse, simplement en imprégnant une résine formophénolique, une étape de carbonisation puis de pyrolyse, et puis ensuite vous dissolvez la silice. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous pouvez mettre en forme les matériaux avec des formes très très variées. Voilà, je vais sans doute m'arrêter là sur l'exemple des aérosols, juste en vous montrant que finalement les procédés aérosols couplés en fait à cette chimie en présence de tensioactifs est très très riche. Vous pouvez déposer des motifs complexes sur des surfaces planes ou courbes, des motifs qui peuvent être discontinus, et également la synthèse de particules. Et en ce qui concerne, donc, vous voyez l'intérêt au niveau de tout ce qui est lithographie, vous pouvez vraiment aller faire des dépôts avec des structures et des géométries qui sont très fines. Alors au niveau des particules, eh bien là, vous avez tout l'arsenal de la chimie. Donc vous pouvez utiliser par exemple des systèmes de nanoparticules qui peuvent être denses, qui peuvent être déjà mésoporeuses, des particules organiques que vous pouvez ensuite enlever par un traitement par lavage ou thermique pour obtenir des structures. Vous voyez, ça, ce sont des petits dessins, ce qu'on appelle des schémas, mais dans la réalité des choses, ça s'obtient. Vous voyez le genre de structure que l'on peut obtenir en combinant finalement les procédés aérosols et cette chimie et cette physico-chimie. De même, au niveau donc des matériaux complexes, organiques ou inorganiques, on peut obtenir des systèmes multi-échelles en combinant, voyez, des processus de polymérisation, à nouveau des gabarits préformés, des tensioactifs, et des nanoparticules avec des fonctionnalités marquées. Par exemple, pour l'imagerie médicale, vous pouvez utiliser des particules magnétiques, ou bien de l'or pour utiliser l'imagerie par la plasmonique. Et ça peut se faire, vous voyez, avec différents types de systèmes. Bon, ce sont des systèmes assez jolis. Et en particulier, vous voyez, cette particule, il y a 3 échelles. Il y a l'échelle de la particule. Là, elle est faite de 250 nanomètres, mais elle peut aller jusqu'au micron. Et ça dépend vraiment du type d'aérosol que vous utilisez. Il y a une deuxième particule ici, qui est le trou généré par le latex qui a été mis. Bon, là, à nouveau, c'est ajustable selon le latex. Et puis, vous avez une troisième porosité qui est en fait due à l'auto-assemblage et minéralisation en présence de tensioactifs, mais donc une porosité à l'échelle mésoscopique due à la polycondensation minérale en présence de tensioactifs. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne voudrais pas dépasser. Il y a d'autres façons de faire qui sont très très intéressantes, mais je vais aller directement à la conclusion. Donc en fait, je vous ai parlé de solides qui sont particulièrement intéressants, ces solides microporeux hybrides, donc à charpente hybride. Et donc justement, le conférencier qui va prendre la suite dans quelques minutes, c'est Gérard Ferré. Donc il est professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et directeur de la Fédération Lavoisier-Franklin. Alors au niveau de ses recherches, Gérard Ferré, en fait, il y a 3 étapes de mon point de vue, qui sont importantes. Il y a toute une recherche en chimie et cristallochimie des solides magnétiques, en particulier des solides magnétiques à base de métaux et de fluor. Et donc, il y avait beaucoup d'études sur les problèmes de transition de spin et de frustration de spin. Il y a ensuite toute une étape où, en fait, Gérard Ferré a regardé les solides microporeux à charpente ouverte, les ULM. Donc, je vous ai montré quelques exemples. Et puis, depuis quelques années, il regarde la chimie et les propriétés des solides hybrides microporeux de type 1000, qui trouve des champs d'application dans différents domaines, mais en particulier, bon, en ce moment, il est très, très excité par le domaine biomédical, j'ai l'impression. Alors, au niveau donc vous voyez un grand nombre d'articles et de brevets de conférences invités. Gérard est donc membre de l'Académie des sciences françaises et européennes, membre étranger de nombreuses académies des sciences, Angleterre, Inde, Espagne, et j'en oublie, et lauréat de nombreux prix nationaux et internationaux. Vous voyez, il y a la liste. En particulier, il y a des prix très prestigieux internationaux comme le Gay-Lussac von Humboldt ou l'ENI Award. Et récemment, en 2010, il a reçu du CNRS la médaille d'or, qui est en fait la plus grande distinction scientifique française pour un scientifique, toutes disciplines confondues. Voilà, je vous remercie pour votre attention.